Nous avons un souci en France aujourd'hui avec une dérive, une lecture particulière de cette religion qui est toujours la mienne, je suis toujours musulman. Je présente mes plus sincères excuses aux habitants de Chasse pour ce qui s'est passé il y a 25 ans, mais je tiens à préciser que de toutes les équipes françaises, la seule qui n'est pas impliquée dans les attentats, je dis bien la seule, c'est justement l'équipe de Chasse sur Rhône. C'est la seule qui n'a pas participé aux attentats, parce que nous avons refusé de le faire, je tiens à le préciser, aussi bien moi que les gens de Chasse. Donc on a été arrêtés pour notre parcours. Moi j'ai été arrêté pour mes voyages en Bosnie et en Afghanistan, pour avoir connu ceux qui sont passés à l'action violente en France, mais dans l'instruction, c'est vérifiable, à partir du 29 juin 1995, la comptabilité du groupe de Chasse-sur-Rhône est remise à l'émir de GIA avec au centime près, pour ne pas justement qu'on nous accuse d'avoir volé l'argent. Et à partir du 29 juin, les 4 que nous sommes à Chasse, du moins les 3 de Chasse et celui de Givors, on n'a plus rien à faire dans cette histoire. Et c'est démontré dans l'instruction. Donc la seule équipe qui n'a pas participé aux attentats de 95, c'est celle de Chasse, justement. Parce qu'il y avait des gens qui savaient réfléchir. Mais on connaît toute l'histoire. Je le sais, mais ça nous relève de notre parcours personnel. Alors, je vais tâcher de justement parler de mon parcours, non pas tant parce qu'il est intéressant, mais parce que en termes de légitimité, il pose un peu la prise de parole. D'autres pourraient dire les mêmes choses que moi et auraient raison de le faire, mais quand un ivrogne condamne l'ivrognerie, même si ce qu'il dit est vrai, on a tendance à ne pas l'écouter parce que c'est un ivrogne, même s'il a raison quand il condamne l'ivrognerie. Aujourd'hui, quand on parle de djihad, quand on a été un ancien djihadiste, on a un peu plus de légitimité que d'autres à le faire, mais d'autres pourraient dire les mêmes choses que moi, que ce serait tout aussi pertinent. Donc pour commencer l'histoire, je suis d'une famille qui n'est pas de culture musulmane. Ma mère est baptisée, catholique, elle ne nous impose pas de religion. À partir de 12 ans, nous nous retrouvons à vivre, moi, mon petit frère et mes petites sœurs, avec notre mère. La seule chose qu'elle nous impose, c'est le respect de nos professeurs. Je me rappelle lui avoir dit un jour que je m'étais pris une baffe par mon instituteur. Avant de savoir ce qui s'était passé, j'en ai pris une deuxième. Donc je ne lui ai plus jamais parlé des baffes qui vont suivre après. Donc à 15 ans, on nous fait voir le film Nuit et brouillard, qui relate les exactions commises contre la communauté juive en Europe, et on nous dit plus jamais ça. Donc moi je valide. Et c'est l'année également où je prononce pour la première fois la shahada, le témoignage de foi en islam, mais je ne pratique pas. Quand j'entends qu'à 16 ans, l'école n'est plus obligatoire, je fais mes affaires, on ne me reverra plus à l'école, à partir de 16 ans et un jour. Parce que je pense, borné comme je suis, comme beaucoup de gamins à cet âge-là, que je peux réussir sans diplôme, que je peux réussir par le banditisme, ou que je peux réussir par les magouilles, ou peu importe. Et je me rends compte que je suis en train de prendre un chemin qui s'apparente à de la petite délinquance, qui deviendra de la délinquance plus appuyée, jusqu'à devenir un soir un fait divers qui a failli devenir dramatique. Nous sommes 3 avec 2 amis dans un véhicule volé. Les gendarmes veulent nous contrôler. Lorsque nous effectuons la manœuvre de dégagement, nous avons failli en écraser un. Le second ouvre le feu. Alors j'échappe à tout ça. Je rentre chez moi et je me dis, bon, va falloir que tu te ressaisisses parce que tu es en train de prendre un chemin qui va te faire finir dans un interligne de faits divers. Et voilà ce que tu vas gagner. Donc je décide de retourner à l'école. Pour ce faire, je commence à pratiquer ma religion sérieusement. C'est-à-dire que j'arrête les âneries, j'arrête les sorties, j'arrête de voler, de mentir, de boire de l'alcool. J'ai besoin de quelque chose qui me cadre, en réalité. Et ça me permet, cette pratique de cette religion, de revoir le monde de façon pacifiée. Non plus en rebelle qui s'imagine en Robin des Bois, mais comme quelqu'un qui va devoir travailler pour trouver sa place dans la société. J'effectue mon service militaire, tout se passe très bien. Je sors de ce service-là en trouvant une formation d'architecte. Alors, j'endormirai le jury, j'arriverai à les hypnotiser pour qu'ils me prennent, parce que je n'ai pas de diplôme, je suis sorti de l'école en 3e, et ils me prennent. Donc, je me donne les moyens, grâce à cette pratique religieuse qui m'éloigne de la délinquance et de tous ces tracas-là, de me donner des chances pour l'avenir. Et arrive la Yougoslavie. Alors, dans un premier temps, lorsque je me mets à pratiquer, je vois qu'il y a une césure entre les anciens qui disent aux jeunes « vous avez un islam nouveau qu'on ne connaît pas », et les jeunes qui disent aux anciens « islam ragid »,
Vous avez un islam d'endormi. Parce que la vraie césure se situe... Nos parents avaient une transmission de l'islam qui était orale, qu'ils avaient entendue de leurs parents, grands-parents, et c'était des valeurs avec des figures positives du respect de la parole donnée, de la valeur du travail, du respect des professeurs. C'était très dans l'oralité. Très peu savaient lire et écrire, mais ils avaient une vraie vie imprégnée dans cette croyance-là. Nous, les jeunes, lorsque nous avons commencé à pratiquer, cette oralité ne nous suffisait plus. Et nous avons commencé à chercher dans les textes. Le problème, c'est que les textes auxquels nous avons eu accès étaient ceux promus par le wahhabisme d'Arabie Saoudite et qui créent la césure, la fracture, l'éloignement, la détestation de l'autre. On doit tout faire pour ne pas lui ressembler. Il porte sa montre à la main droite, à la main gauche, je vais le porter à la main droite. Un tas de détails comme ça. Donc, cet islam-là ne m'intéresse pas. Il est trop en rupture, il est trop politisé. Je continue, moi, à fréquenter les Chibani. Et arrive la Yougoslavie. Il y a des cassettes VHS qui circulent de gens qui veulent nous y envoyer, qui sera plus tard Al-Qaïda, mais pour l'instant, on ne sait pas que ça s'appelle comme ça. Et moi, je refuse d'y croire à ces images, parce que la violence est telle, on assiste à de telles exactions dans ces cassettes, les massacres envers les civils sont tels que je me dis, c'est trop, ça n'est pas possible. Et un jour, je rentre de cours, entre midi et 1h, et je tombe sur le témoignage d'une femme de Médecins sans frontières, qui dit que tous les dispositifs de Médecins sans frontières ont été levés et rapatriés en zone hors de combat, que la violence est excessive envers les civils, qui sont pris pour cible systématiquement, et elle dit que le niveau de violence le plus ahurissant est en Bosnie-Herzégovine, à tel point que le viol systématique de toutes les femmes civiles sera tellement répandu que l'imam, le moufti de Sarajevo, donnera l'autorisation aux femmes enceintes, à la suite de ces viols, de se faire avorter. Et ça, je le prends... comme un obus de 155, je sais que je vais devoir y aller. À ce moment-là, je décide, j'ai pas mal étudié quand même à cet âge-là, je sais qu'en 1936, de 1936 à 1938, il y a la 27e brigade internationale lors de la guerre civile en Espagne. Je n'imagine pas qu'il n'y ait pas l'équivalent en Bosnie. Je suis certain que si des jeunes veulent combattre avec eux, ils vont nous accueillir, nous filer un flingue et on va y aller. Donc je décide, avec 8 autres, de partir en Bosnie. Ce que nous ne savons pas, c'est que la veille de notre départ, la Croatie et la Bosnie, qui étaient alliées, viennent de se déclarer la guerre. Donc on arrive dans un truc, en fait, on se jette dans la gueule du loup. C'est vraiment ça. Et avec les phases qu'on a, tout le monde sait tout de suite dans quel camp on est. Donc on échappe à la mort plusieurs fois, alors que nous n'avons même pas rejoint les unités combattantes. J'ai même pas de flingue, j'ai même pas un Kalachnikov, que j'échappe déjà plusieurs fois à la mort, moi et mes amis. Et nous faisons connaissance d'une équipe de Saoudiens qui, eux également, essaient de traverser pour rejoindre les zones de combat. Et c'est là que je me laisse séduire par la doctrine djihadiste, parce qu'en réalité, l'erreur que je fais, c'est l'erreur que font tous les gamins qui partent en zone de guerre. Ils pensent qu'ils vont agir sur le terrain, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le terrain qui agit sur vous, très très vite. Vous pensez que vous allez changer quelque chose, vous n'allez rien changer, sauf que le terrain, lui, va vous changer. Parce que vous allez passer dans une zone de sociologie bien particulière. Vous pouvez mourir pour une mauvaise réponse. Vous pouvez mourir parce que vous n'avez pas fait le bon choix de route. Vous pouvez mourir parce que vous n'avez pas le bon papier dans la bonne poche. Vous pouvez mourir parce que vous ne savez pas répondre combien de rak'at à la salat al-asr, combien de cycles de prière à la prière du asr, ou bien parce que vous refusez de manger du porc, parce que vous êtes dans un checkpoint des adversaires. Et ça dure pendant 1 mois. Le gars que nous devons rencontrer sur place, qui lui nous a demandé de le rejoindre, est en zone de combat. Nous arrivons à l'avoir au téléphone et il nous dit que c'est un maelstrom de violence pas possible, parce que les Moudjahidines, eux, partent pour mourir, martyrs, alors que les Bosniaques, eux, se battent pour survivre. Donc il y a une vraie scission. Les Bosniaques ont beaucoup de mal à collaborer avec les volontaires étrangers. Et les volontaires étrangers trouvent les Bosniaques trop timorés. Donc il y a une vraie tension. En plus, comme la guerre vient de se déclarer avec la Croatie et la Bosnie, les zones où nous aurions dû être intégrés pour commencer à participer au combat ont été disloquées. Donc il nous dit, rentrez en France, je vous y rejoins dans quelques semaines, et nous aviserons à ce moment-là. Donc, nous rentrons, et il vient me voir. Et il me propose, puisque tu es toujours déterminé à y retourner, puisque il me dit, tu es un fahal, tu es incapable,
est-ce que tu veux t'entraîner sur le matériel russe? Parce que c'est celui qui est utilisé en Yougoslavie. Quand tu y retourneras, il faudra que tu sois formé, parce que si tu veux commander une katiba de 12 combattants, tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître le matériel que tu vas utiliser. Il faut que tu puisses être formé. Donc il me propose d'aller soit au Soudan, soit en Afghanistan. Le Soudan, avec ma phase de craie, si ça tourne au vinaigre, bah, je me fais repérer à 400 mètres. Je me dis, bah, je vais aller en Afghanistan. Connaissant l'histoire de ce pays, je sais qu'il a une culture de la résistance qui est importante. Alexandre le Grand lui-même se fera chasser d'Afghanistan à l'époque. C'est l'un des rares peuples qui le mettra dehors. Donc je décide de partir là-bas. Et je fais une formation militaire, religieuse, idéologique et politique de 10 mois. J'apprendrai la plupart des armements, sauf ce qui vole, parce qu'on n'en a pas. On n'a pas d'avion, pas d'hélicoptère. On aurait eu, je me serais formé. Et les tanks, parce que les tanks, il fallait aller sur une position au-dessus de Kaboul et tirer sur les Afghans. Et je me refusais à tirer sur des musulmans, parce que pour moi, c'était un problème qui ne me regardait pas. Donc pendant 10 mois, je suis formé à la doctrine, au maniement des armes, à la stratégie et à la politique, mais également religieusement. Du moins sur une lecture bien particulière de cette religion. Et je fais connaissance avec quelqu'un de chasse, qui s'appelle Joseph. Il est très content de rencontrer un francophone le soir où il arrive, mais lui est plutôt intéressé par le conflit algérien. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas aller dans un pays où des musulmans se battent contre d'autres musulmans, parce que je pense que je vais tuer des musulmans dans l'histoire. Pour moi, la Yougoslavie, c'est clair. En face, ce n'est pas des musulmans, je peux ouvrir le tir. Dès qu'ils sont armés, je les dézingue. Je me refuse de m'en prendre à des civils. C'est un truc que j'ai toujours refusé de faire. En revanche, si quelqu'un me tire dessus, bah, je riposte. Voilà, c'est ma méthode. Donc je rentre en France et ce fameux contact, Mustapha, qui m'a envoyé en Afghanistan et qui devait me renvoyer en Bosnie, a disparu. En Afghanistan, on m'a surnommé Abu Muslim, c'est mon nom d'emprunt, et on a rajouté Djezairi, parce que je parle l'arabe algérien, je ne parle pas l'arabe littéraire. Donc quand je parle avec des gens sur place, ça les fait marrer, et ils me prennent tous pour un Algérien. Et sur place, il faut comprendre que les Algériens ont leur propre filière. Et les autres ont une filière internationale. C'est-à-dire que j'arrive dans Beit Shuhada, la maison des martyrs, au Pakistan, qui va m'envoyer en Afghanistan. Et les Algériens ont leur propre maison, Beit Jezairin. C'est d'ailleurs ce qui leur vaudra de ne pas sombrer dans le drame syrien, parce que toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit le cas. Sauf que, dans son malheur, en Algérie, dans les deux camps, il n'y avait que des Algériens. Aussi bien du côté des islamistes que du côté de l'État algérien, aucun pays étranger, aucun jeune de l'étranger ne s'est mêlé au dossier. On n'a jamais attrapé de djihadistes en Algérie, somaliens, érythréens, yéménites, saoudiens, tchétchènes. Il n'y en avait pas. Il n'y avait que des Algériens dans les deux camps. C'est faux, il y avait des franco-algériens, arméno-algériens, arméno-algériens. Il y avait toujours quelque chose d'Algérie. Mais il faut préciser, il y avait des Français. Il y avait des Français arméniens. arméniens. Voilà, dis la vérité. Je dis la vérité, c'est pas parce que j'oublie un truc que je mens. Non, je vais pas rentrer dans les détails. Oui, il y avait toujours. Et il faut bien, et j'aimerais que vous précisiez que les Algériens de chasse n'étaient pas concernés, c'était des Siciliens. J'aimerais que tu racontes ce passage qui est important pour les chasseurs, qui sachent que les islamistes chassent. Il y avait peut-être qu'un Algérien, c'était tous des Arméniens, des Italiens, des convertis, principalement. Des bons Français de souche. C'est vrai, mais la question, on va y venir. Donc quand je reviens, mon contact n'est plus joignable. Comme au Pakistan et en Afghanistan, on m'a pris pour un Algérien, j'arrive à Chasse, chez quelqu'un qui n'est pas algérien, mais qui est de Chasse. Et il y en a un de Givor qui revient d'Algérie, qui a un message pour quelqu'un d'important en Angleterre, mais il ne parle pas l'arabe, il ne parle pas l'anglais. Personne ne parle l'arabe, personne ne parle l'anglais. Donc je décide de les accompagner, puisque je baragouine un peu l'anglais et je parle l'algérien couramment. Donc nous arrivons sur place, et eux me connaissent, parce qu'ils se sont renseignés sur moi. Lorsque je viens le premier soir, nous dormons dans un appartement, et ils passent la nuit à passer des coups de téléphone, en Afghanistan, au Pakistan. Et on me fait une taskia. On dit, ce gars-là est fiable, il est bien entraîné, il est bien formé, vous pouvez vous appuyer dessus. Donc eux me proposent, à l'époque,
Moi, je leur dis, l'Algérie, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas combattre contre des Algériens. Je ne veux pas tuer d'Algériens. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est retourner en Bosnie. Donc, ils me proposent, et c'est l'accord que j'ai avec les GIA à l'époque, ils me disent que la filière d'approvisionnement d'armes, qui est déjà en Belgique à l'époque, va bientôt se tarir, et qu'il va falloir ouvrir un nouveau comptoir, entre guillemets, une nouvelle source d'armes pour l'Algérie depuis les Balkans. Donc eux me disent, nous allons t'envoyer en Bosnie, vers les bons contacts. Ce que nous te demandons avant d'aller combattre avec les Bosniaques, c'est de mettre sur pied une filière d'approvisionnement d'armes des Balkans jusqu'à l'Algérie. Donc moi, c'est l'accord que je passe, c'est l'accord que les gens de chasse passent avec eux. Quel genre de chasse? Je ne vais pas donner les noms par respect pour les familles, mais tu les connais. Ahmed Rahmo, lui, devait maquiller les voitures pour faire passer les armes. Joseph, pareil. C'est que je rencontre les gens de Jema'a Islamiyya Muslaha, les gens du GIA en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, commencent à se mettre sur pied un réseau. Et un jour, on me dit que je dois aller récupérer quelqu'un qui est bloqué en Turquie. Et qu'il va être, lui, le numéro 1 de tous les réseaux du GIA en Europe. Et j'ai rencontré des gens brillants, cultivés politiquement, ou cultivés religieusement, ou cultivés de façon générale. Et je vais le chercher en ayant en tête que ça va être lui le boss. Sauf que je passe une semaine avec un gars, militairement, il n'est pas au top, religieusement, mais à Fouelou, il ne connaît pas grand-chose. Politiquement, il est mal formé, il n'a pas de formation politique. En revanche, il me paraît très déterminé. Et là, je me dis, bon, il y a un truc bizarre. Parce que si des gars brillants, efficaces, bien formés vont devoir obéir à ce gars-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et je rentre à chasse en leur disant, voilà, moi je vous conseille de vous séparer de ces gens-là. C'est ce que je vais faire, personnellement. J'ai jamais fait le bay'a, de serment d'allégeance, donc je suis libre. Je suis un électron libre. Et je leur conseille d'en faire autant. Et c'est là, à partir du 29 juin, que nous remettons la comptabilité au groupe du GIA et que nous arrêtons toute activité avec eux. Sauf que eux continuent dans leur coin et il y a des liens avec nous. Il y a eu des contacts, des passages de coups de téléphone, de l'argent de remis, des armes, des choses comme ça. On a bu le café avec Khaled Kelkal, avec Karim Koussa, avec d'autres. Donc, au moment où il y a la tentative d'attentat contre le TGV Lyon-Paris, la juge d'instruction Laurence Levert s'intéresse à la région lyonnaise et commence à lancer des arrestations tout azimut. Et elle lance l'arrestation d'un gars chez qui je suis, au foyer des célibataires. C'est comme ça que je me fais interpeller. Lorsqu'on demande à mes voisins qui je suis, mes voisins répondent c'est un jeune, il a harag al-houdoud, il a grillé la frontière pour travailler en France. C'est un Algérien. Wilayat Batna, Beled Barika. C'est ce que je disais aux gens. La Wilayat Batna, c'est la 5e région algérienne. Je disais que je venais de Barika. Parce que j'avais un ami d'enfance qui passait tous ses étés, juillet et août, en Algérie, et il passait tout le mois de septembre à se lamenter. J'ai galéré, je me suis emmerdé. Et il me donnait des détails, énormément de détails. Du coup, quand je rencontrais des Algériens, je ressortais les histoires que m'avait dit mon ami gamin, qu'eux pouvaient connecter avec ce qu'ils savaient de la situation. Donc, je suis passé à Trave comme ça. Et je me fais arrêter, et la police décide de m'expulser vers l'Algérie. Donc là, bizarrerie, je leur dis, je ne suis pas algérien, je m'appelle David Valin, et là, ils tombent des nues. Donc, on me ramène au commissariat central de Lyon, et c'est là qu'ils s'intéressent à moi, parce qu'ils se disent, bon, ce gars-là, les anciens sont prêts à jurer qu'il est algérien comme eux, mais il ne l'est pas. Il parle l'arabe, il a l'air un peu déterminé. Du coup, je suis un peu comme le lapin qui sort du chapeau du magicien dans cette histoire. Je resterai 4 ans et demi en détention, je serai jugé en correctionnel, je précise, non pas aux assises. Donc c'était pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais pas pour des faits d'assassinat par voie de terrorisme, je précise. L'instruction aura démontré que non seulement le groupe de chasse dans son intégralité ne sera pas impliqué dans les attentats, mais en plus, il y a un élément factuel qui nous met hors de cause à partir du 29 juin. Donc, je sors en décembre 99. Je me tais sur mon passé et je décide à partir de janvier 2015 de prendre la parole parce que j'entends un tas de choses se dire sur le sujet, à peu près tout et son contraire, par des pseudo-experts qui, s'ils se taisaient, nous feraient des vacances et nous ne serions pas fâchés. Et j'ai l'impression qu'il y a nécessité à mettre des mots sur le sujet, parce que pour la plupart des fois, lorsque je l'ai fait, nous nous rendons compte que nous sommes tous d'accord sur l'essentiel,
et qu'il s'agit de ne pas se diviser sur le superflu. Aujourd'hui, nous avons des gens qui commencent à avoir peur des musulmans systématiquement, des musulmans qui pensent que les autres leur en veulent systématiquement. La presse rajoute une couche avec un usage d'un vocabulaire souvent véhément. On a des hommes politiques qui, eux, caressent le vote communautaire, donc ont des accointances avec des gens qui ne sont pas forcément les alliés des musulmans. Donc je sens qu'il y a nécessité à en parler et qu'il faut absolument que nous ne nous divisions pas, Français que nous sommes, avec nos différences, sur base confessionnelle. Parce que le vrai piège, la vraie formation politique que nous avions eue à l'époque, c'était sur base de la théorie guévariste de Foucault. On nous disait, si nous arrivons à créer des éléments de tension suffisants dans une société, de sorte que les groupes se séparent les uns des autres et commencent à monter en tension, une petite série d'attentats bien placés pouvait faire basculer la société, non pas dans la révolution, telle que le préconisait Foucault pour la gauche, mais dans un bain de sang de guerre civile qui est le terreau idéal des djihadistes. Partout où les islamistes sont forts, c'est toujours dans des endroits du monde où les États sont faibles, où l'autorité est corrompue, et où les gens basculent dans des guerres ethniques ou dans des guerres confessionnelles. C'est le paradis pour eux. Ils ne veulent pas des zones de paix, ça ne les intéresse pas. C'est la zone de guerre qui les intéresse. Donc voilà, j'espère que mon parcours aura été assez clair. Si vous voulez bien, j'aimerais bien qu'on passe aux questions. Donner la parole au public. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là pour la plus dure, c'est toujours la première, hein, mais c'est jamais la plus stupide. Donc David, moi donc, je t'ai écouté, je voudrais savoir pour toi quelle erreur tu as faite en allant dans cette direction-là, à ce moment-là, où ça a été une erreur, à quel moment tu t'en es aperçu. Et comme tu l'as dit, c'est bien de le répéter souvent, parce que même aujourd'hui, les gens s'en aperçoivent pas, mais à Chasse, il n'y a pas eu de terroristes qui se sont même battus pour éviter les bains de sang. Je sais. Donc, mais malheureusement, les médias, c'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles. On n'en parle jamais. Donc, par rapport à cette situation, ce que j'aimerais, c'est que tu apportes ton expérience en disant à quel moment tu as senti que ça allait pas. Et que c'est. Je veux pas t'orienter sur la réponse. Ouais, mais moi j'ai des idées. Je l'ai à peu près effleuré dans mon parcours. C'est quand je vais en Turquie et que je passe une semaine avec le gars qu'on appelle Mehdi, c'est là que je me rends compte qu'il y a des choses étranges. Par exemple, Ali Touchent, lorsque je vais le chercher en Hollande, il me dit qu'il est bloqué. C'est ce que me disent les Anglais. Ils me disent, voilà, le gars, il faut aller le chercher parce qu'il va préparer l'arrivée de Mehdi dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est lui qui va chapeauter dans un premier temps la région lyonnaise. Il y en a d'autres dans d'autres régions qui, lorsque Mehdi arrivera, vont se fédérer autour de lui. Donc on me dit, il faut aller le chercher parce qu'il est bloqué en Hollande. Donc j'y vais. Il ressemble à un ami à moi. Je dis, je reviens la semaine prochaine avec sa carte. On venait de rentrer dans Schengen et tu pourras traverser. Et il me dit, en rentrant, passe par Paris, je vais te donner une adresse. Et il me donne une liste de 12 noms. Et il me demande, est-ce qu'ils sont grillés ou pas? Tu demandes au contact que tu vas voir, est-ce qu'ils sont grillés ou pas? Son contact travaille comme veilleur de nuit dans un hôtel, près du centre Georges Pompidou à Paris. Et devant moi, il appelle le commissariat central d'Alger. Lui, il ne sait pas que je comprends l'algérien. Parce que je me fais passer pour un émigré, français, mais un émigré de France qui ne connaît rien. Et devant moi, il appelle le commissariat central d'Alger. Et sur les 12 noms, il y en a 9 qui ne sont pas grillés et les 3 derniers qui le sont. Je rappelle Touchent en lui disant, de 1 à 9, c'est bon. De 9 à 12, mahrouguin, ils sont grillés. Je reviens avec la carte d'identité, je la lui donne, il me dit, attends que je sois à Paris pour t'appeler. Il m'appelle, il me dit, le colis est livré, mais sous ton lit, il y a une mallette, il faut que tu détruises ce qu'il y a dedans. Donc, je l'ouvre et je tombe sur une 50aine de passeports vierges algériens. Avec d'autres passeports européens vierges. Il y a juste à décoller la partie autocollante, mettre une photo, la coller, voilà, c'est un passeport. Mais ça, c'est après, lors de ma détention, que je vois tous ces détails. Mais à l'époque,
ça me met un peu mal à l'aise, mais je me pose pas plus de questions de ça. Là où je commence vraiment à douter sur avec qui je travaille, c'est quand je rencontre ce gars en Turquie, je passe une semaine avec lui. Pas pour des raisons de formation ou quoi que ce soit, c'est parce que le billet d'avion est moins cher si je reste une semaine sur place. C'est pour ça que je le prends de cette durée-là. Et tous les jours, il me fait douter de ses compétences. Mais il est hyper déterminé. Je sens en lui qu'il porte un truc, il a vraiment la galena. C'est là le moment où je me dis, il faut que je me sépare de ces gens-là. Et c'est là où le groupe de chasse sur Rhône, justement, arrête toute activité avec le GIA. Parce qu'on se rend compte qu'il va se mettre en place un truc qui va nous échapper. Le groupe de Vaux-en-Velin, lui, ira bille en tête. Karim Koussa est toujours incarcéré. Et il ne sortira pas, à mon avis, il ne sortira jamais. Parce qu'il y a des cumuls de peine aux assises. Il y en a d'autres, les Lillois, Dridi Ben Fatoum, par exemple, qui sont toujours en détention. Donc, s'il y avait eu le moindre lien des gens de Chasse-sur-Rhône avec les attentats de 95, moi, je ne serais pas là. Et tous ceux que vous avez revus de cette équipe, vous les auriez pas revus. Ils seraient restés en détention. Parce que réellement, les juges ont pris le dossier très au sérieux et ils ont fait une enquête vraiment complète. Et s'ils nous ont sorti de cause, c'est vraiment parce qu'il y avait des éléments probants pour le faire. Donc je ne sais pas si je réponds à ta question, mais le premier doute, en réalité, c'est lorsque je rencontre ce gars-là, parce qu'il est bien moins intelligent que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Peut-être que je réponds à côté, ou je ne sais pas si je suis assez clair. La deuxième, après, je me déradicalise. Alors, je reviens également de cette idéologie, parce que dans notre formation politique en Afghanistan, on nous disait, si les services de sécurité ou de police de vos pays d'origine savent que vous êtes venus vous entraîner ici, vous aurez droit à la torture et une exécution sommaire. J'étais persuadé de ça. Et quand je me fais arrêter, on ne me torture pas. J'ai droit à des baffes. Je commence à gueuler à la 100e, mais c'est une garde à vue normale, il n'y a pas de torture. On ne me maltraite pas, on ne s'en prend pas à ma famille, on me confère l'assistance d'un avocat, on me confère la visite d'un médecin pour s'assurer que je n'ai pas été maltraité. Et là, je me dis, bon, ceux que je pensais être mes adversaires me traitent humainement, et ceux que je pensais être mes frères m'ont mis une fatwa sur la tête. Parce que lorsque nous nous séparons le 29 juin, c'est moi le responsable du groupe de Chasse-sur-Rhône, et le 3 juillet, on a un gars qui, lui, vient de Givors, avec un message de Mehdi à mon encontre, en disant, si ce que tu dis est vrai, s'agissant des objectifs et des moyens d'y parvenir, il va venir t'égorger. Ok ? Je me lève, je prends un couteau de boucher, je le mets dans une feuille de journal, et je dis voilà ma réponse. Et c'est pas un hasard, si le 11 juillet, si ma mémoire est bonne, on retrouve un véhicule au parc de Ternay qui sera celui de Khaled Kelkal. Parce que ce soir-là, en fait, ils viennent nous flinguer, en réalité. Ils viennent s'occuper de nous. Mais la Ghaleb ou la Chokour, on n'est pas à la maison. Donc, le groupe de Chasse-sur-Rhône, non seulement s'est retrouvé piégé par la police, mais était également devenu l'adversaire de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on avait une fatwa sur la tête, parce qu'on a refusé. On a dit non, nous on ne rentre pas dans un truc qu'on ne maîtrise pas. Et hors de question de s'en prendre aux civils. Ils ne nous l'avaient pas dit, en termes de projet, mais on sentait bien que c'était ce qui couvait. Donc, tous les gens de chasse, les 3 que nous étions, moi je ne suis pas de chasse, mais les 3 autres de chasse, nous étions 4, nous avons décidé au 29 juin de nous arrêter, et le 3 juillet, puisque c'était moi le responsable du groupe, j'ai eu une fatwa sur la tête. Donc lors de ma garde à vue, je me dis voilà, ceux que tu considérais de tes frères veulent te dézinguer, et ceux que tu considérais tes ennemis te traitent bien. Donc il y a un premier vrai doute à ce moment-là. La deuxième chose, c'est que la pénitentiaire me signifie que je ne peux emprunter que 2 livres par semaine. Donc j'entends 2 par semaine, je vais en lire 2 par jour, mais en mode rébellion, pour de mauvaises raisons. Je laisse le roman et le récit rapidement, mais la philosophie, l'histoire, la géographie, la biologie, la physique, tout ça, je me jette à corps perdu et je lis le Coran en arabe complet chaque mois. Un peu comme Tarawih. Du coup, je suis sur 3 livres tous les jours. Le Coran, tous les soirs, et 2 nouveaux livres chaque jour. Et j'alterne mes lectures. Je lis un chapitre d'un bouquin, je le pose, je prends l'autre bouquin, je lis un chapitre, je le pose, je reviens au premier. Et au bout d'un moment, au bout de quelques mois, je commence à revoir ma vision du monde, elle devient plus large. Et je comprends que les êtres humains croient ou ne croient pas, mais se positionnent. Ils décident de croire ou décident de ne pas croire. Chaque être humain attend d'être respecté. Physiquement, il ne veut pas être maltraité, fouetté, torturé, guéri lorsqu'il est malade. Donc chacun de nous souhaitons être reconnus
comme quelqu'un qui a sa propre valeur, et chaque être humain souhaite que ses enfants aient une meilleure vie que lui. C'est là que je comprends, est-ce que ça vaut le coup, sorti de là, de se battre pour des détails finalement? Le reste, ça relève de détails. Parce que si nous considérons que chaque vie humaine a la même valeur que toute autre vie humaine, peu importe sa religion, peu importe son sexe, peu importe son origine, peu importe sa culture, à partir du moment où on considère que sa vie a la même valeur que la nôtre, il n'y a pas de problème. On peut trouver que des solutions aux problèmes qui se posent, plutôt que d'en créer. Et c'est justement le troisième volet de ma déradicalisation. Un jour, nous avons la visite d'un ancien déporté à Auschwitz qui s'appelle M. Borland. Et il vient, c'est sur base de volontariat, c'est à la maison d'arrêt de Villepinte. Les détenus peuvent y aller comme ils peuvent ne pas y aller, c'est pas obligatoire. Beaucoup y vont pour l'écouter et d'autres y vont pour se retrouver avec des potes, parce que c'est l'occasion de se revoir. Et il nous raconte son histoire, il est arrêté lors de la rafle du Veldiv, il a 15 ans, il est déporté à Auschwitz. Et donc il nous raconte son parcours, et il y a un jeune dans le public qui dit « Oui, mais c'est comme d'habitude, il y en a marre, il y en a que pour les juifs, nanana. » Et là je prends la parole, je dis « Écoute, si tu penses que tu fais partie d'un groupe qui a été persécuté, fais le même travail qu'eux, fais un travail d'historien, fais un travail de cinéaste, fais un travail d'écrivain, fais un travail de journaliste, fais un travail de souvenir de cette mémoire-là, de respect des personnes disparues, si tu penses vraiment faire partie d'une communauté. » Et là, je lui donne l'exemple. En nombre absolu, la communauté de Tziganes a bien moins souffert que les Juifs. Il n'y a pas eu 6 millions de Tziganes exterminés. Mais en nombre relatif, il y avait des pays où il restait encore quelques Juifs, mais où tous les Tziganes avaient été éradiqués. Je dis bien tous. Et là, M. Borland me reprend en disant « Il a raison ». Et il nous raconte une nuit d'horreur qu'ils ont vécue à l'époque à Auschwitz. Lui nous dit, en tant que déportés juifs, nous avions la chance de pouvoir peut-être survivre si nous étions sélectionnés pour le travail. Et il nous dit, à ce moment-là, que les Tziganes, eux, n'avaient même pas le droit à ça. Ils n'étaient jamais sélectionnés pour le travail, même quand ils étaient bien portants. Et on les avait stockés, bon, j'aime pas le mot, mais c'est celui qui est le plus approprié, dans une zone, et au mois d'août 1944, les nazis décident d'éradiquer la partie du camp où il y a des Tziganes. C'est des milliers de femmes et d'enfants, des vieillards et des hommes. Lui, il fait partie des blocs qui sont plus près de celui des Tziganes. Et il nous raconte que ce soir-là, il n'y a plus assez de gaz et qu'ils finiront le massacre en jetant des êtres humains vivants dans les fours. Hommes, femmes, enfants. Et il nous dit, lui, déporté juif, que quand il se réveille la nuit en faisant des cauchemars, c'est des cris de Tziganes qu'il entend. Et on est presque tous au bord des larmes. Et parmi nous, il y a un vieux qu'on appelle Papy, c'est un gitan, il a inventé la machine à laver les billets. C'est-à-dire que quand vous braquez une Brinks et que vous en éloignez trop loin, il y a des cartouches d'encre qui explosent, les billets sont inutilisables. Et lui, il n'a pas fait d'études, mais c'est un bon chimiste, il a trouvé la formule qui permet de laver les billets et il prend 20% au passage. C'est son quota, c'est pour ça qu'il est en détention. Et il me dit, lors de notre réintégration dans notre bâtiment, il vient me voir, il me dit, ce que tu as dit tout à l'heure m'a beaucoup touché. C'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de ça. Et je voudrais, dans sa tête de voyageur, il voit que je pratique, que je suis, pour lui, je suis un espèce de pasteur, de rabbin, de curé, ça se mélange un peu. Les gitans sont souvent très croyants, mais n'ont pas une foi forcément très structurée, même s'ils sont très croyants. Et donc, il me pose la question, il me dit, je voudrais savoir un truc, quand je suis petit, à l'âge de 5 ou 6 ans, ma mère me prend par la main, terrorisée. Elle veut fuir la zone occupée parce que le camp dans lequel elle habitait, de Tziganes, bon, il ne me donne pas plus de détails que ça, mais je pense qu'il s'est passé une tragédie. Et sa mère le prend, lui, à l'âge de 6 ans, et son petit frère, qui a 4 ans, elle est terrorisée. Et elle veut rejoindre la zone libre. Prise de terreur. Et il me raconte que, à la frontière entre la zone libre et la zone occupée, on lui demande un Ausweis. Mais elle n'en a pas. Elle n'a même pas de carte d'identité, cette pauvre femme. Et elle décide d'offrir ses faveurs à l'officier de service. Parce que c'est une belle femme. Donc, elle se vend charnellement pour sauver sa vie et celle de ses 2 enfants. Et il me pose la question. Et je sens bien que, quelle que soit la réponse que je vais lui donner, il va l'intégrer. Parce qu'il me fait confiance. Il me dit, d'après toi, est-ce que tu penses que ma mère, elle est en enfer? Et là, il me tend une perche que moi, je pensais ne plus pouvoir saisir. En termes d'humanité, il me fait un cadeau phénoménal. Parce que
Si je me réfère à l'idéologie wahhabite, elle a commis l'adultère, il faut la tuer. Clairement. Si je réagis comme un islamiste qui va dans le fiqh islami ou dans les sharia, on doit l'exécuter pour avoir commis l'adultère. C'est celle que nous apprenaient les wahhabites. Je précise que c'est cette doctrine-là. Hein. Je ne dis pas que c'est l'islam. Je ne confonds pas que les musulmans. C'est justement, c'est important de le préciser, tu as raison, parce qu'on a du mal à distinguer, on a du mal à distinguer le musulman de l'islamiste ou l'islam de l'islamisme. C'est important de le souligner. Donc, d'après cette doctrine wahhabite, j'aurais dû édicter une fatwa de condamnation. Elle va en enfer. Sauf que, humainement, je réagis en disant, mais qui peut condamner cette femme de s'être sacrifiée charnellement pour sauver la vie de ses deux fils, ainsi que la sienne? Qui oserait lui jeter la pierre, littéralement? Que le premier qui n'a pas péché jette la première pierre dans cette histoire. Donc je lui dis, d'après moi, papy, je ne suis pas le bon Dieu, je ne peux pas te répondre de façon catégorique, mais d'après moi, moi perso, je ne peux pas adorer un Dieu qui pourrait l'envoyer en enfer pour ça. Et je sens que physiquement, il se décharge d'un truc qu'il devait porter depuis gamin, sans avoir eu de réponse. Et ce soir-là, moi, je passerai ma nuit à chialer en détention, dans ma cellule, comme un gosse, parce que je réalise que si j'étais resté boulonné dans cette idéologie, bah finalement, j'aurais plus vu d'humanité chez qui que ce soit. Et il me permet de renouer avec ça. Donc finalement, la troisième étape de ma déradicalisation, c'est la pénitentiaire qui le fait, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, hein, le fait que je n'ai pas été torturé, que j'ai été traité humainement, le fait que j'ai eu accès à la lecture, qu'on ne m'ait pas emprisonné, enfermé dans un sous-sol, et le fait que j'ai eu le contact avec d'autres détenus, qui eux étaient des détenus de droit commun, bah, finalement, ça m'a ramené à un champ mental plus serein. Donc voilà. Bonsoir. Sur l'humanité, c'est ce qui fait que, comme beaucoup ce qui m'interpelle, je vous ai écouté un petit peu dans vos autres interviews sur Internet, etc. Et ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir sur quoi se basait le David Valade de l'époque pour dire, pour être capable d'avoir certains verrous et pas d'autres. C'est-à-dire, quand je vous entends dire, il était hors de question pour moi de m'en prendre à des civils, qu'ils soient algériens ou qu'ils soient... Voilà, il y avait certaines choses que vous refusiez de faire, ouais. Et certaines autres pour lesquelles il n'y avait pas ce verrouillage-là. C'est-à-dire, voilà, tirer sur des personnes qui n'étaient pas musulmanes, à un moment donné, ne vous posez pas de problème dans un certain contexte. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui, justement, sur quoi ça reposait. C'est-à-dire, qu'est-ce qui, pour vous, justifiait? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est... Sur quel terreau de ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a des verrouillages qui sont opérants ou inopérants? Quand vous pensez que la violence peut être au service d'un objectif politique, finalement, vous n'allez plus que pratiquer la politique de la violence. Donc au départ, vous acceptez de recourir à la violence dans le but d'obtenir quelque chose politiquement. Le problème, c'est que si ça ne fonctionne pas, vous allez augmenter d'un cran la violence, et si ça fonctionne, vous allez penser que on va tout obtenir par ce moyen-là. Donc c'est l'erreur que je fais. Sauf que avant d'emprunter ce chemin, j'étais un gamin un peu batailleur. Donc quand je descendais, il y avait souvent des bagarres avec mes voisins, des trucs comme ça. Et quand j'avais pas envie de me battre, j'allais rouiller, comme je disais à l'époque, à la bibliothèque municipale de Villefontaine. Donc j'ai passé des heures et des heures à lire. Et un jour, je tombe sur un petit fascicule de Lénine qui nous explique que finalement, la violence peut être un outil politique, peut être un vecteur politique, que celle-ci doit être toujours dirigée contre l'État, mais jamais contre les populations, parce que si on veut renverser un État en se coupant du soutien populaire, on n'y arrivera jamais. On n'a jamais vu d'État renversé sans que les groupes qui les renversent n'aient été soutenus par la population. Donc ça, je le savais. Du coup, le jour où j'intègre cette idéologie djihadiste, à l'époque, Al-Qaïda, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent
il faut taper uniquement les représentants de l'État, police, gendarmerie, préfet, hommes politiques, journalistes, et ceux qui disent non, non, il faut taper tout azimut. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord. Même au sein de l'Al-Qaïda, la discussion est vive. Et il y a donc deux écoles, ceux qui valident de s'en prendre à des objectifs politiques, principalement les représentants de l'État, et ceux qui valident de s'en prendre à des objectifs tout azimut pour déstabiliser les sociétés. La deuxième école entend déstabiliser complètement, disloquer les sociétés. Moi, je fais partie de celle qui entend récupérer les masses pour renverser les États. Parce que ça parle de ce niveau-là. Donc, j'avais beau avoir validé que pour moi, un policier, un gendarme, un militaire, un juge, un préfet, un représentant politique, un homme politique, pour moi, c'était une cible. Il était hors du champ humain. En revanche, c'était pas par humanisme, mais plutôt par pragmatisme, en réalité, que je refusais les objectifs civils, parce que je savais que nous allions nous couper d'une assise populaire nécessaire. C'est d'ailleurs ce qui se passe en Algérie. Quand il y a la vague d'attentats en France, en 1995, tous les soutiens au djihad algérien proviennent de la diaspora algérienne, et tous font marche arrière. Et c'est à partir de cette époque que les groupes islamistes armés en Algérie, n'ayant plus d'argent venant de France principalement, commencent à se retourner parfois contre la population. Et c'est là qu'ils perdent leur soutien populaire. C'est là que l'État algérien reprend la main sur le dossier. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'était pour moi d'ordre stratégique en fait. Uniquement, c'est vraiment cynique. Il y avait une question ici. Ah, oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé des différentes interprétations de l'islam, avec un islam plus rigoriste et d'autres plus humanistes. Comment vivez-vous ces différentes interprétations de l'islam et que faudrait-il faire pour que on ne mette pas sur le dos de l'islam toute une philosophie extrémiste qui a tendance à prendre le dessus actuellement? Il y a... c'est pas simple de répondre à votre question, mais plus vous étudiez cette religion, et plus vous vous rendez compte que la partie universelle du message de cette religion est recevable, aujourd'hui encore. En revanche, ce qui correspond au temps de la révélation et à sa société n'est plus acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, lors du vivant du prophète, et même après, l'esclavage n'a jamais été aboli. C'est un peu comme Abraham Lincoln, quand il arrive à abolir l'esclavage, il sait que si en plus il donne des droits civiques, civils et de famille aux nouveaux esclaves affranchis, les États-Unis repartent dans la guerre civile. Il faudra que l'histoire lui donne raison 100 ans plus tard pour qu'avec le mouvement des droits civiques, les petits-fils d'esclaves deviennent enfin des citoyens. C'est un long processus. Avec l'esclavage, dans la société arabe de l'époque, qu'ils le pratiquent, mais comme toutes les autres sociétés, on pratique l'esclavage en Europe, au Maghreb, avant que ce soit musulman, on le pratique en Russie, au Japon, c'est l'usage. Donc à l'époque, quand le prophète révèle le Coran, du moins quand il lui est révélé le Coran, pour les plus croyants, il n'entend pas changer les us et coutumes de sa société, il entend changer le système de croyance. Donc il entend éloigner les gens du polythéisme, mais il n'entend pas les éloigner de leurs usages quotidiens. Et comme l'esclavage en fait partie, jamais, lors de la révélation, celui-ci ne sera aboli. Alors, on nous parle de l'exemple de Bilal. Bilal était un esclave qui, lorsque son maître apprend qu'il est musulman, commence à le tourmenter. Et le prophète ira d'abord l'acheter à son maître pour ensuite l'affranchir. C'est-à-dire qu'il donne l'exemple à suivre de s'affranchir, de penser être le maître d'un être humain, mais en aucun cas il n'a les moyens de l'ordonner. Il ne peut pas l'imposer à sa société parce que les gens se seraient détournés de son message. Donc, quand vous avez compris ça, vous comprenez qu'il y a une partie de la révélation qui est universelle et qui répond à des aspirations naturelles ou légitimes d'un être humain à croire et à avoir des réponses existentielles. En revanche, il y a toute une partie normative
qui correspond au temps de la révélation et qui aujourd'hui serait irrecevable. On ne peut pas valider l'esclavage. Moi, en tout cas, je ne me sens pas capable d'être le maître d'un être humain. C'est inconcevable. Même si cette religion ne l'interdit pas, ben, je ne vais pas sortir de l'islam pour autant. Je vais m'interdire de le faire parce que ça ne correspond pas à mon système de valeurs. C'est-à-dire que ce que nous avons oublié avec les littéralistes, c'est que cette religion, comme toutes les religions, ne fait jamais que s'adapter aux us et coutumes et aux usages des peuples qu'elle rencontre. Je vous donne un exemple. Un jour, nous sommes 3 et nous avons envie de manger un cœur de palmier. Et parmi nous, il y a un Malaisien. Et avec moi, il y a 2 Algériens, moi, qu'on considère comme un Algérien, et le Malaisien. Donc nous prenons des machettes, on trouve un petit palmier qu'on commence à débiter, et là sort un énorme ver blanc, mais un truc abominable. Et le Malaisien, Abou Harith, il le prend devant nous, il dit Bismillah, il le gobe. Et nous, on est effarés. Qu'est-ce qu'il fait? Mais là, il va pas bien. Parce que ce qui nous relie à ce moment-là, c'est ce rigorisme islamiste. Mais en réalité, je comprends que culturellement, historiquement, linguistiquement, vestimentairement, je suis plus proche d'un juif d'Afrique du Nord que d'un musulman d'Indonésie, en réalité. C'est vraiment là le truc. Quand vous voyez, par exemple, aujourd'hui, on nous parle d'une communauté persécutée, les Rohingyas, mais si les Rohingyas vivaient en Algérie, ils seraient peut-être persécutés par les Algériens du fait de leur pratique de leur islam, qui n'est pas celui des Algériens. Quand vous mettez un Algérien au Yémen, on va tout de suite le remarquer, parce qu'il a une façon de penser, il a une façon de parler, il a une façon de... par exemple, en arabe littéraire, quand vous dites « Où vas-tu ?», ça devient « Aïna tadhab ». Et si le gars va à la mosquée, il dit « Ana nadhab ila al-jami'a » ou « ila al-masjid ». En algérien, ça donne « Où tu vas ?»« Al-jama', la mosquée ». Vous voyez, c'est pas de chichi, pas de tralala. Donc, chacun sa culture. Donc, ce qu'il faut arriver à faire dans ce pays, c'est cette religion a toute légitimité à avoir une place en tant que spiritualité. Et c'est d'ailleurs dans la Constitution française, nul, article 1 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, nul ne doit être persécuté pour des raisons religieuses. Et l'État français considère tous les citoyens égaux en droit et en devoir. Donc ça, c'est un premier point. En revanche, là où il est compliqué de faire la différence entre un islam spirituel qui a toute sa place et un islam politique qui, lui, va forcément apporter des problèmes, quand, par exemple, un musulman meurt et souhaite être enterré, le fait qu'il soit orienté en direction de la Mecque est une demande légitime, spirituellement. En revanche, quand on commence à demander des carrés musulmans, alors que ça n'est pas justifié dans le Coran, on est déjà dans une revendication politique, de vouloir se distinguer avec une espèce de distanciation post-mortem. C'est un peu comme si on considérait que les non-musulmans n'étaient pas assez purs pour être enterrés à côté de nous. Vous voyez? Donc, quand un musulman demanderait à être enterré en direction de la Mecque, c'est légitime, c'est recevable en termes de spiritualité. Quand on demande des carrés musulmans, on est déjà sur le champ politique. C'est ce que ne savent pas faire nos élites en France. Et c'est ce que même les musulmans ont du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'on leur vend des concepts qui sont valables et l'étaient lors de la révélation du prophète, mais qui ne peuvent plus l'être aujourd'hui, sauf à créer des tensions, sauf à créer de la confrontation. Et quand une religion est source de tension, qu'elle est source de stress, qu'elle est source de violence, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris au passage. Parce que moi, j'entends que normalement, la spiritualité doit permettre d'apaiser celui qui prétend l'apporter. Celui qui prétend être religieux, mais qui a la haine du monde entier, il faut qu'il change de logiciel, à mon avis. Bonsoir. Moi, je voulais rebondir sur... Ouais. Je voulais juste rebondir sur un point de départ, parce qu'en fait, vous êtes allé sur un chemin, vous en êtes sorti, et qu'est-ce qui fait sur le plan humain, est-ce que vous avez été d'une certaine façon manipulé? Qu'est-ce qui vous a conduit sur ce chemin-là? Parce que finalement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont sur ces chemins,
la manipulation? Est-ce que par votre témoignage, vous pourriez arriver à dire, bon, ben là, il y a peut-être un peu danger quelque part? Il y a ce qu'appelle un ami à moi, qui, je l'espère, sera futur avocat, il s'appelle Safir Rajdia. Il a parlé de chaîne de production de la radicalité. Et je trouve que l'image est très parlante, parce que quel est le problème que nous avons? Le terrorisme et l'islamisme radical, le djihadisme, apportent peut-être de mauvaises questions, de mauvaises réponses à cette jeunesse, mais en face de bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils apportent les mauvaises réponses à de bonnes questions. Donc, les vraies bonnes questions, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune qui grandit en France, qui est né ici, ait envie de se retourner contre son pays? Quelle est la logique qui est à l'œuvre? Où est-ce qu'on a raté le coche? Ça peut être à l'école, ça peut être à la famille, dans la famille, ça peut être dans l'entourage social, mais moi je ne suis pas de ceux qui essaient de trouver des raisons sociales ou sociétales au problème, parce que je sais d'expérience que même si nous réglions tous les problèmes d'apartheid social, de racisme, de mise à l'écart selon le nom, l'adresse et le visage, même si nous arrivions à créer la société parfaite, nous aurions quand même des jeunes qui répondraient à l'appel de groupes comme Daesh, parce que qu'est-ce qui fait en réalité qu'une société se régénère? C'est la jeunesse. La jeunesse est éminemment subversive. Elle est portée par une volonté de changer le système. Vous mettriez les jeunes au paradis, que ça ne les satisferait pas, qu'ils voudraient le changer. Et je suis même sûr que le premier à avoir domestiqué un cheval, c'était un ado à l'époque, parce qu'en plus, on lui avait dit de ne pas le faire. Donc, ce qui permet aux sociétés de se régénérer, c'est la jeunesse. Sauf que cette jeunesse, qui est éminemment révolutionnaire, elle porte ça en elle. Je suis sûr que toutes les personnes de plus de la trentaine dans cette pièce, lorsqu'elles avaient la vingtaine, étaient capables de prendre des pavés pour jeter sur les CRS ou que sais-je. On était tous portés par ça. Moi, j'ai connu un curé aujourd'hui qui, à l'époque de la dictature qui renversera Allende au Chili, aujourd'hui, tout pasteur qu'il est, à l'époque, s'il avait eu le réseau, il y serait allé avec un flingue. Oui, c'est Allende. Tout le monde peut aller évidemment, normalement, il aurait fallu le faire. Je suis d'accord avec vous. Bon, on a choisi Pinochet, ça n'a pas été le bon choix. Mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, il est curé, il a une paroisse, il prêche la paix, la tolérance, mais à l'époque, à 20 ans, s'il avait pu avoir le contact, il y serait allé. Tout ça pour dire que la jeunesse, elle est révolutionnaire, elle porte ça en elle. Donc quand elle entend un discours qui lui dit « tu vas venir nous aider à créer une société nouvelle, un califat, tu vas venir nous aider à créer un homme nouveau, un combattant d'Allah », pour peu qu'il soit dans une société où il ne sent pas sa place, où il voit qu'il y a des injustices auxquelles il ne peut pas répondre, parce que les jeunes ont également cet élan vital phénoménal. Moi par exemple, quand je pars en Bosnie, sur place, la réalité me rappelle tout de suite les choses. Mais j'ai l'impression d'être immortel. La mort, c'est pour les vieux, les plus de 40 ans. Donc, ils sont animés de tout ça. Ce qui fait qu'un gamin qui n'est pas structuré, qui pour des raisons objectives ou non, pense qu'il est mis à l'écart, si en plus il tombe sur un discours qui lui dit « tu ne vis pas ce que tu vis parce que tes parents ne savent pas lire et écrire, viennent d'un autre pays, n'ont pas le réseau, n'ont pas les contacts, parce que ton père est au chômage, il n'a pas pu te payer de bonnes études. » S'il entend « tu vis ça parce que tu t'appelles Azdin, ou Nourdin, ou Shamsuddin, parce que tu es musulman, parce que tous les kofars sont unis et réunis contre l'islam et les musulmans », il peut se laisser porter par ce discours. Si en plus il tombe sur des gens qui ont un islam radical de rejet de l'autre, où on dit ouais, faut pas fêter les anniversaires, fêter Noël c'est haram, des trucs comme ça, qui prônent la césure, la rupture, la distanciation, il va se laisser tenter un peu plus. Et quand vous êtes jeune, le statut de victime, quand vous validez qu'il y a un complot, au bout d'un moment, le statut de victime, non, ça va pas le faire. Donc si on vous dit la solution elle est là, c'est le djihad. File-moi un flingue, je vais y aller. C'est souvent ça que les gamins entendent. Ils n'ont pas vraiment de structure politique à l'esprit. Eux, ils voient juste... Ce qui me fait partir en Bosnie, c'est ce que je ne supporte pas en termes d'injustice. Quand j'entends parler du viol systématique de toutes les femmes sur place, ça me met dans un état
peu importe qu'elles soient musulmanes. Réellement, j'en ai rien à carrer à ce moment-là. Ce que je ne supporte pas, c'est qu'en Europe, il arrive ce genre de truc. Ça me met dans une rage folle. Et j'y vais en détestant le monde entier de me laisser, moi, un gamin de 20 ans, régler le problème. Parce que je sens bien qu'il va m'arriver un truc que je ne vais pas contrôler. Donc c'est ça, moi, qui me porte au départ. C'est vraiment cet esprit révolutionnaire de combattre l'injustice. C'est ce qui anime beaucoup de ces gamins qui sont partis, sauf qu'ils sont tombés dans un piège qui les a dévorés sur place. J'aurais aimé savoir, en fait, pas grave. Je me permets de te tutoyer. Ouais, pas de souci. Quand tu es parti en Afghanistan, tu as dit qu'on t'avait formé sur un plan politique, religieux, etc. Ouais. Sur quel plan religieux on t'a formé, en fait? Bah, par exemple, tu as parlé de wahhabisme, etc. Et si on te disait de tuer un non-croyant, tu allais aller au paradis ou un truc comme ça, et si c'était le cas, pourquoi tu n'as pas réagi direct en te disant que ce n'est pas ça l'islam? Il y a des hadiths de Bukhari et Muslim qui le disent, que par exemple, Faman badala dina faqtulu. Celui qui change sa religion, tuez-le. On te dit, c'est Bukhari et Muslim. Tu as des hadiths qu'on prétend être sahih. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends beaucoup de distance avec ces textes-là, parce que on fait dire et faire aux prophètes des atrocités. Il y a dans Sahih al-Bukhari et Sahih al-Muslim des faits et gestes qu'on prête aux prophètes qui, moi, me semblent ahurissants. Parce qu'on totale contradiction avec le Coran. Mais il y a également des versets. Quand tu lis Surat Tawbah, c'était notre surat de chevet, elle ne commence pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est la seule d'ailleurs. C'est fini la Rahma, c'est fini la Rahima, c'est fini. Maintenant c'est Bara'atum minna wa minkum, c'est Bara'atum. Maintenant c'est la détestation entre vous et nous. Ce qu'on oublie de nous dire, c'est que ça correspond à un contexte de la conquête de la Mecque. C'est pour ça que le prophète fera passer les 2 mois sacrés à 4 pour éviter que le sang ne coule. Il fera tout pour prendre la ville avec un minimum de victimes. Mais moi ça, je l'apprends plus tard. Moi, on lit littéralement « Faqtulu al-Yahoud wal-Nasara ». « Faqtulu al-Yahoud wal-Nasara », c'est un verset, ben, je le valide. Et si en plus, « Faqtulu al-Yahoud wal-Nasara », c'est tuer les Juifs et les chrétiens. « Fa'innahum mushrikin », parce qu'ils sont des associateurs. Mais ça correspond à un contexte bien particulier de l'époque. En fait, ces versets-là correspondent principalement à l'époque médinoise. Quand le prophète arrive à Médine, on lui demande de se constituer en tribu, comme c'est le cas de l'organisation de toutes les villes à l'époque. Et c'est la première fois que c'est une tribu qui n'est pas faite par le lien du sang. C'est pas des mecs d'une même famille, c'est des gars qui croient en une religion, qui créent leur clan. Et ils passent des actes d'alliance avec les autres tribus de la ville, dont 2 juives et 1 chrétienne. La Mecque, voyant ça, impose un embargo à Médine et tous ceux qui ont un pacte avec cette nouvelle tribu de musulmans, ce nouveau clan. Et il y en a qui se sentent, ils disent, mais pourquoi on va manger du pain dur et du pain noir? On n'est pas musulmans, non plus, c'est quoi le problème? Pourquoi on va manger du pain sec quand il y a du pain? Donc ils décident de rompre le pacte avec le clan du prophète, et du coup, le prophète n'a pas d'autre choix que de leur déclarer la guerre, parce que s'il ne le fait pas, il n'est pas pris au sérieux par ses contemporains. Sauf que, parmi ses proches, les gens hésitent parce qu'ils disent, mais tu nous as dit que les juifs et les chrétiens étaient des gens du livre. Nous, on a peur de tuer des croyants dans cette histoire. On ne veut pas prendre les armes contre eux. Et c'est là que seront révélés ces versets. C'est vraiment à ce moment-là. Sauf que, si tu n'apprends pas ça tel que ça s'est passé à l'époque, et qu'on te recontextualise ça aujourd'hui, ben, tu finis par le valider. Parce qu'on te dit, Kalam Allah, la parole de Dieu, elle est valable, fi kulli makan wa kulli zaman. Elle est valable, fi kulli makan, en tout lieu, wa kulli zaman, en tout temps. Donc dans l'esprit d'un gamin de 20 ans, tu ne fais pas de césure en disant, bah, cette partie-là, elle était réservée aux contemporains du prophète, parce que ça correspondait à sa société, et cette partie-là, elle me concerne moi parce que j'y trouve de la spiritualité. Tu ne fais pas ce travail-là. Tu prends tout en bloc. Tu as même des versets qui disent celui qui ne juge pas d'après ce qu'a révélé Dieu, ben, il fait partie des mécréants. Ou le fasiqun, des pervers.
ou le fassidoun, des corrompus, des corrupteurs. Donc quand tu es gamin et que tu as une lecture littérale, bah, les versets qui te disent Faqtulul Yahoud wal Nasara, tu les appliques. Tu vois ce que je veux dire? Si en plus on te donne accès, par exemple, tu lis le Mourni fil fiqh, l'enrichi du fiqh islamique, du droit islamique, de l'Asqalani, ou si tu lis la Sira de Ibn Hisham, c'est des livres qui ne sont pas traduits en français, étrangement, mais en arabe ils sont accessibles. Si tu vois ce qui y est fait et dit au nom de la religion, tu as des hauts le cœur, hein, frangin, réellement. Quand on te dit par exemple que les 4 califes sont mubashirin bil jannah, sont annoncés au paradis, ou ar-rashidun, sont bien guidés. Quand tu es un gamin de 20 ans, si tu entends que les 4 califes, après le prophète, sont bien guidés, et qu'en plus ils sont mubashirin bil jannah, ils sont annoncés pour le paradis, t'en conclus que tout ce qu'ils ont fait est valide. C'est presque une sunna bis repetita. Parce que s'ils vont au paradis, c'est que tout ce qu'ils ont fait est valide. Il faut savoir que, par exemple, quand Daesh brûle vivant un pilote jordanien dans une cage, ils ne font jamais que d'appliquer ce que demandera Abu Bakr Siddiq à Khalid ibn Walid. Et Khalid ibn Walid le fera. Et ça, tu le lis dans Tabarani, dans tous les rapporteurs de l'époque, parce que c'était l'usage. On faisait la guerre comme ça. Sauf que, quand tu rejoins Daesh, et qu'on te dit que Khalid ibn Walid a brûlé des êtres vivants dans des cages en fer, sur ordre d'Abu Bakr Siddiq, là tu te dis, bah, c'est recevable alors, on a le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Si en plus, tu es en zone de guerre, où c'est la loi du plus fort, tu sais que les autres, c'est pas des demi-sels, c'est-à-dire que les Syriens, qu'ils soient turkmènes, alévis, chiites, sunnis, c'est pas des gars que tu vas impressionner avec tes pétards mouillés. C'est des mecs qu'il faut doser pour leur faire peur. Donc, tu es en zone de guerre, tu veux contrôler la partie géographique qui est la tienne, tu as intérêt à terroriser les autres plus qu'eux vont te terroriser. Donc si tu peux avoir recours à ce type de stratégie, pourquoi t'en gêner? Parce que il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que ça n'est pas spécifique à l'islam ou aux musulmans, cette histoire. Je donne un exemple. En 1940, les Allemands bombardent Londres par erreur. Aujourd'hui, on sait que leur plan de vol n'était pas celui de la ville de Londres. Historiquement, les historiens ont retrouvé les archives des avions qui bombardent la ville de Londres. Et le lendemain, il y a une question parlementaire qui se pose. Tous les lords se réunissent pour décider est-ce que nous aussi, nous allons bombarder Berlin ou pas? Mais c'est une vraie question. Tous ne sont pas d'accord. En 1944, ils ne se la posent plus la question quand ils brûlent au phosphore blanc les habitants de la ville de Dresde, qui n'est pas un objectif militaire. Tout ça pour dire quoi? Que en temps de guerre, qu'on soit musulman, pas musulman, peu importe en réalité, si je mets une dose de 1000 à mon ennemi et il est encore debout, ben, je vais lui mettre une dose de 2000. Il est encore debout, je vais lui mettre une dose de 3000. C'est la course aux enchères de la violence, la guerre. C'est toujours cette logique-là. Nous-mêmes en Europe, nous l'avons oublié, mais les 2 dernières années de la guerre ont été bien plus sanglantes que les 3 premières. Parce que plus ça dure, et plus ça devient de la boucherie, du carnage. Parce que l'ennemi, il faut l'éradiquer. Lui, sa famille, ses amis, c'est tout le monde. Faut savoir qu'avant de débarquer, les Américains préparent le terrain avec l'artillerie lourde. Ils tueront 35 000 civils en Normandie. Nos alliés. On aura le dépôt de plainte en 1946. Nous compterons dans les dépôts de plainte pour viol par des jeunes Françaises, des viols commis par des soldats américains et anglais, 3000 dépôts de plainte. Combien se sont tués à l'époque? Donc, il ne s'agit pas de dire que c'est spécifique à cette idéologie ou à cette religion, c'est uniquement humain, en réalité. Et si une guerre dure, que tu te rends compte que tu n'es pas assez violent avec ton ennemi parce qu'il est toujours debout, bah, tu vas trouver tout ce qui te sert, idéologiquement, religieusement, politiquement, militairement, pour venir à bout de ton adversaire. Même si tu dois tordre le texte, c'est pas grave. Même si tu dois sortir des hadiths d'Ali Baba, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les mecs, ils y aillent. Parce que c'est une décision grave, hein, de tuer et de se faire tuer. Ça se fait pas à la légère. Même si les mecs, on dit, ouais, c'est des tarés, ils ont rien dans la tête, mais
Le mec qui décide de tuer, de se faire tuer, il y a réfléchi un minimum. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Mais pour ça, tu as besoin d'appuyer ta pensée sur un texte, sur une idéologie, sur une doctrine, sur une pensée. C'est pas toi qui vas l'inventer. Tu vas t'en servir parce que tu en auras besoin, mais tu vas pas l'inventer. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. Excuse-moi, je me permets de reprendre la parole. J'ai vraiment les boules, tu peux pas savoir à quel point. Mais vraiment, tu peux pas savoir à quel point. Parce que je m'attendais à ce que tu fasses une repentance sur la représentation de l'islam que tu en as fait, parce que c'est pas l'islam que tu as représenté, c'est l'islam que tu as tué. Et autant je peux te suivre dans ta démarche que tu as eue à l'époque quand tu avais 20 ans et que tu es parti en Bosnie, autant aujourd'hui, je ne comprends pas que tu puisses encore utiliser des hadiths pour expliquer. Mal expliquer. Je ne les invente pas. Oui, mais alors, regarde, j'essaie d'expliquer justement. L'erreur que j'ai faite. Je peux terminer, je t'ai écouté sérieusement, tu as diffusé des milliers d'erreurs dans ton interprétation ou la diffusion des hadiths. Je peux t'en citer des centaines. Quand la Mecque a été prise, ils étaient en force. Ils auraient pu massacrer tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une chose: ne tuez personne tant qu'il ne vous attaque pas. Et il n'y a pas eu une seule victime alors qu'ils étaient en force. Je dis ça pourquoi aujourd'hui, ce qui est important, et c'est ce que je défends aujourd'hui avec Achas et beaucoup de musulmans en France le font, c'est de dire n'associez pas l'islam à la violence. La violence, elle s'explique dans des situations de guerre, comme tu as pu en vivre en Bosnie, comme il en existe aujourd'hui en Syrie, mais comme il en existait aussi dans les pays colonisés, comme l'Algérie récemment. Quand il y a eu plus d'1 million de morts, on n'a pas mis ça sur le dos du christianisme. On a mis ça sur le dos d'une histoire. Une histoire qui a poussé. Non mais, alors, ce que je dis tout à l'heure. Ce que je veux te dire par là, c'est que le message, et je te dis la proportion des messages que tu as envoyés par rapport aux hadiths, des peu de hadiths que tu as pu citer, tu as envoyé plus de messages justement qu'on combat aujourd'hui, c'est-à-dire l'interprétation des hadiths qui ont été faits dans un contexte où des faux hadiths déformés, et en fait on n'a pris que ça pendant 1 heure. Et moi j'en suis choqué, parce qu'aujourd'hui, l'islam que tu as pu diffuser, on l'a subi au quotidien. On s'est fait représenter notamment à Chasse. Juste le fait de dire qu'on est musulman aujourd'hui, que ce soit au travail ou n'importe où, ça devient une catastrophe. Parce qu'à chaque fois que les gens prennent la parole, eh ben on va citer certaines choses, détournées ou pas, ou sorties du contexte. Et aujourd'hui, je suis venu parce que c'est intéressant que tu viennes, cette démarche que tu fais, elle est intéressante. Mais moi, j'ai quelque chose à te dire, c'est que ça ne représente en rien. Je ne dis pas que les gens comme toi, qui ont utilisé l'islam, et tu l'as bien dit, les gens de Chasse n'étaient pas des terroristes. J'en veux pour preuve, peu de temps avant qu'il y en ait qui s'est fait arrêter, le 25 décembre, une personne ici, Allah yarhamou, Dieu et son âme, le 25 décembre, il y a eu un accident juste derrière, juste avant l'arrestation. Il y a une voiture qui s'est retournée, qui était presque en feu. Il est rentré, il a débranché la batterie, il a failli mourir pour que les gens soient sauvés, juste avant qu'il soit arrêté. Peu de temps, et j'étais témoin de cet événement. C'était une personne qui avait risqué sa vie, qui a été arrêté après, parce qu'il était dans cette mouvance-là, et je suis d'accord. Aujourd'hui, ce que je veux dire, tu as cité des hadiths, et ce qu'il faut dire, aujourd'hui, la science, c'est la base, la connaissance, c'est la base. Moi, je dis aux jeunes, pourquoi on n'aurait pas cité le hadith de Ammar radiallahu anhu, quand il est rentré en Palestine, et qu'il y avait des chrétiens et des musulmans, et qu'il a refusé, alors qu'il était invité par l'évêque de rentrer et de faire la prière dans l'église, il a refusé en disant, si je rentre dans l'église et que je fais la prière, alors j'ai le droit, tout le monde va le faire et on va vous prendre votre place. Tout ça pour dire que leur place, elle était là, que leur église, il faut qu'elle soit respectée par les musulmans. C'est ce message que je veux dire aux jeunes aujourd'hui. C'est que l'islam déformé, on n'en veut pas. Et nous, ce qu'on préconise, et ce qu'on dit aux gens, c'est d'apprendre la religion. Je me permets de prendre la parole, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Où est-ce que tu as entendu autre chose que ça depuis tout à l'heure? Moi, j'ai dit... Est-ce que j'ai dit, c'est que je parle de proportion. C'est-à-dire que... Là, moi, je suis pas là pour vendre des haricots et des tomates. Non. Je suis là pour expliquer aux gamins qu'il y a un discours duquel il faut que vous vous éloigniez, qui consiste en la détestation de l'autre. Je suis pas là pour faire la promotion de l'islam. Je suis là pour faire la dépromotion de l'islamisme. On dit la même chose à ce moment-là. On dit la même chose. Mais moi, je suis pas là pour convertir les gens. C'est pas le problème. Juste 2 secondes. C'est juste une histoire de proportion. Parce que, si tu veux, on a subi sur toi Chasse. On a subi des choses. Et le fait de dire...
quand tu te permets de citer des hadiths, mets une personne de science à côté de toi pour t'expliquer dans quel contexte et expliquer pourquoi ce hadith il a été mal détourné. C'est ce qu'il a compris. Est-ce que le frangin il va sortir ce soir, acheter un Kalachnikov, nous tirer dessus dans la rue? Il ne peut pas faire ça. On va savoir. Nous, le contraire. Voilà. Et c'est ce qu'on préconise. Moi, je ne viens pas faire du religieux. Interprétation, en tout cas. Elle est celle qui est à l'œuvre chez ceux qui l'écoutent. Je ne te dis pas que c'est la seule et qu'il faut l'écouter. Je te dis qu'elle existe. C'est une déviance de cette religion à laquelle nous avons à faire face. Nier tout contact ou nier tout lien, on n'avancera pas. C'est des sources que je cite qui sont considérées sahih. C'est pas moi qui les invente. Donc, à un moment, il faut quand même bien comprendre le discours que je tiens. Ça fait des années que je prends la parole. Je défie qui que ce soit, dans les interviews que j'ai pu donner sur tous les médias nationaux, en conférence ou sur Facebook, je défie qui que ce soit de trouver un seul écrit où je stigmatise l'islam et les musulmans. Jamais de la vie. Je dis simplement la proportion de ce que tu as utilisé. Ne utilise pas cette œuvre parce que ça fait mal au cœur. Mais encore, on entend. Pourquoi je te dis ça? Tu sais pourquoi je comprends ta démarche. Parce mais que toutes les personnes qui prennent la parole dans les lieux publics, c'est souvent pour diffuser ce genre de message. Moi, je dis juste une chose. L'islam, avant tout, c'est une religion de paix. Et que la première chose qu'on t'apprend dans l'islam, c'est d'apprendre. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est ce que les gens ont compris. Non, mais c'est juste l'histoire de proportion. Mais moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de cette religion. Je suis là pour mettre en garde. C'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ce que je t'ai demandé. Si, c'est ça. Non, je dis simplement. C'est ça que tu me demandes de faire. C'est de faire la promotion. C'est ce que j'ai entendu, c'est mon oreille qui a entendu ce que j'ai entendu pendant une heure. C'est ton droit, mais je ne pense pas que ce soit celui. Je pense pas que ce soit ce qui a entendu la salle. Bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir exactement, comme dit le monsieur, ce que l'islam a à voir avec le terrorisme. Je trouve que c'est pas le fait d'une religion. Ce sont des gens qui ont mal compris. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Quand on a un objectif politique et qu'on veut éradiquer son adversaire, si on peut détourner une religion pour servir cet objectif, on va le faire. C'est pas spécifique à l'islam. À l'époque, mais l'islam n'est pas exempt de ça. Elle n'est pas à l'abri de ça. Il y a des gens qui savent très bien l'instrumentaliser et la détourner à des fins politiques. Détourner cette religion complètement, ce serait dire que c'est la religion d'anges parfaits qui pratiquent parfaitement leur religion, alors qu'elle est pratiquée par des êtres humains faillibles, qui peuvent être jaloux, qui peuvent être animés de haine, qui peuvent avoir des objectifs politiques. Donc, s'ils arrivent à instrumentaliser une foi qui fait que des gamins payent pour aller se battre et sont prêts à mourir, c'est le soldat en or, le mec. J'ai pas besoin de le payer $100 000 comme un soldat américain, et s'il n'y a pas Coca et McDo sur le front, il y va pas. C'est le mec qui... C'est pas spécifique à l'islam, la violence. Mais c'est pas ce que je dis. Oui, je sais, mais si certains chez Daesh l'avaient eu la bombe atomique, ben crois-moi bien qu'ils nous auraient vitrifié la gueule. Donc à un moment, il faut arrêter de dédouaner ou de faire des classements de valeurs comme ça. Il n'y a pas une population sur Terre qui est pire qu'une autre. Il n'y a pas un groupe humain sur Terre qui est meilleur que les autres. Ça n'existe pas. Chaque groupe religieux, juifs, musulmans, chrétiens, même des athées, même des non-croyants, même des agnostiques, chaque être humain et chaque groupe d'êtres humains est capable du meilleur comme du pire. Basta. Après, dire que les juifs ceci, les musulmans cela, les chrétiens par-ci, les athées par-là, ça n'a pas de sens. Voilà, il faut savoir se contrôler. Ouais, mais il y en a qui sont musulmans qui veulent tuer la terre entière. Il y en a chez les juifs, il y en a chez les chrétiens. Mais c'est pour ça qu'on est là ce soir. Moi, je suis pas venu avec un flingue et personne n'est venu avec un kalash. Donc à un moment, c'est ça le truc. Ah, il y a le monsieur là depuis tout à l'heure. Ah oui, pardon. Donc vous voulez l'égalité et la galanterie alors, c'est ça? D'accord. Bonsoir. Alors, moi, j'ai bien compris l'élan qui vous a poussé à aller vous battre parce qu'il y avait des exactions qui étaient faites contre une population et qui étaient abominables à cette époque.
Parce que, par contre, là où j'ai du mal à comprendre, parce que vous êtes quand même loin d'être bête. J'arrive à me laisser croire. Vous pouvez. Ça rejoint un peu la question qu'elle vous a posée, madame, tout à l'heure. C'est, vous êtes arrivé, c'était l'horreur. Mais on a envie de se battre, on arrive, on va dans un pays, il y a des exactions qui sont faites, c'est horrible, c'est catastrophique, c'est l'horreur. On prend les armes et on se bat. J'y crois. Je pense que j'aurais été un homme et j'aurais eu la capacité, la foi, le courage. Ça me révulse. J'y vais. Mais là où moi, mon cerveau, il n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Alors vous, c'est plus compliqué parce que vous, c'était il y a 20 ans. Et là, ça se passe de nouveau avec tout ce qui s'est passé ces dernières années avec les jeunes qui partent dans des pays qui sont en guerre. C'est pourquoi, après, quand vous avez été utilisé, vous êtes resté. Ben, je me rends compte de ça à mon arrestation, en réalité. Parce que il y a une logique, quand vous commencez à rentrer dans ce chemin-là, vous validez un palier, il y a l'effet cliquet, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé de valider le suivant. Vous le validez, vous ne pouvez plus reculer. Vous êtes obligé de valider le suivant. Parce que vous êtes pris dans l'engrenage. Non, parce que c'est la logique de groupe. Quand vous ne fréquentez, il y a l'effet de groupe, il y a le fait que vous vous êtes éloigné de votre famille, vous n'avez plus de travail, vous n'avez plus de copines. Donc à un moment, le groupe l'emporte sur le reste, et vous êtes tellement dans la même logique, vous entendez toujours les mêmes discours, du coup, vous vous alimentez de ça. C'est un peu comme une méduse. Même si rien ne provient de l'extérieur, vous allez vous auto-nourrir de ça. C'est-à-dire qu'elle est capable de changer de poids en s'auto-dévorant. C'est le même phénomène. C'est-à-dire que vous êtes médusé, littéralement, par cette doctrine, ce qui fait que tout ce qui est extérieur vous tient à distance, ou vous vous en tenez à distance. Ce n'est pas un hasard si tous les groupes terroristes, peu importe la famille religieuse, mais tous les groupes terroristes, d'abord, essaient d'obtenir des jeunes la rupture avec leur père et avec leur mère, la rupture avec leurs professeurs, la rupture avec leurs amis. C'est toujours la même logique. Un jeune qui devient un candidat au djihad en Syrie, il va d'abord arrêter de jouer du violon, si c'était le cas. Il va plus fréquenter les cinémas. Il va enlever les images d'êtres humains de ses posters, même si c'est ses équipes de foot préférées. Parce que les détourneurs de cerveau ont su trouver dans cette religion comment dévoyer quel texte pour arriver au résultat de l'endoctrinement qui est celui de toutes les sectes. C'est la même mécanique. La seule vraie différence, c'est que les groupes terroristes des années 70 ne prenaient pas le martyr. Les seuls à le faire, c'était les Tamouls du Sri Lanka. Les tigres tamouls du Sri Lanka, dès les années 60-70, prenaient le martyr. C'était les seuls, il n'y en avait pas d'autres. Même les chiites, ils sont venus tardivement lors de la guerre Iran-Irak, où il y a eu des dizaines de milliers de jeunes de 12 ans qui allaient, au nom de l'État iranien, se faire exploser dans les tranchées contre les Irakiens. C'est-à-dire que ce phénomène du martyr par voie d'explosifs ou par voie de délégation à la police de se faire tuer, c'est finalement très récent. C'est une quarantaine d'années. Mais la vraie différence avec les autres groupes terroristes, c'est que, par exemple, les gens d'Action Directe, quand ils se sont fait attraper, il y en avait un qui se cachait sous le lit et l'autre dans le placard. Alors que là, on vend aux gamins, si vous mourrez, vous allez au paradis. Ils sont persuadés de ça, ils y croient vraiment. Moi, j'étais sûr que si je me prenais une balle, j'avais gagné. C'est ça que vous avez dans ce discours. Et vous en êtes persuadés. Ce qui fait que, je vais vous donner un détail. Nous voyons la police à Chasse-sur-Rhône, avant notre arrestation. Celui chez qui je vis va vider les poubelles après la prière du Fajr, elle est bien avant 6 heures. Et il repère 2 policiers. Parce qu'ils jettent un sac poubelle et ils referment le container très violemment. Et il n'y a que des policiers dans une voiture qui ne se retournent pas pour voir d'où vient le bruit. Et il me le dit. J'étais sûr, je vais faire la même expérience. Je prends un sac poubelle, j'ouvre le container, je jette le sac et je referme le couvercle, mais d'une force. Je crois que c'est moi qui ai réveillé les coques des fermes d'en face, tellement c'était fort. Et là, pareil, ils ne regardent pas. Je dis, ah ouais, c'est des lardus. Donc, on se réunit. Et ce matin-là,
c'est moi qui ai l'ascendant sur lui. Mais d'habitude, ça pouvait être l'inverse. C'est-à-dire que nous fonctionnions très bien, lui et moi, parce qu'une fois c'était lui qui avait l'ascendant, une fois c'était moi, une fois c'était lui, une fois c'était moi. Et ce matin-là, on tient un petit conciliabule, et il me dit, ils viennent nous péter, ils viennent nous arrêter. Je fais, mais non, ils n'attendraient pas l'heure légale, première erreur. Parce qu'à l'époque, ils attendaient 6 h du matin, même pour arrêter des terroristes. Ça me laissera toujours perplexe, mais je l'apprendrai après. J'ai dit, mais réfléchis, s'ils venaient pour nous, ils n'attendraient pas l'heure légale de 6 h. On me dit, ah, t'as peut-être raison. J'ai dit, est-ce que tu crois qu'ils enverraient 2 civils dans une voiture? Ils nous enverraient Robocop et Dark Vador, les Tortues Ninja, la compagnie, pas 2 mecs qu'on peut gifler. Il me dit, ouais, t'as peut-être raison. Troisième argument, on avait un voisin en face qui était un grossiste de cocaïne. Et j'ai dit, à mon avis, c'est les stupes et ils viennent pour lui. Il me dit, ah, t'as peut-être raison. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on décide de ne pas les flinguer. Mais si ce matin-là, c'était lui qui avait l'ascendant, les 3 premiers policiers à rentrer, on les dézinguait, on prenait leurs armes et on allait à la chasse aux policiers dans le reste du quartier. C'est ça qui se serait passé. Parce que nous étions formatés, hors de question de se faire arrêter vivant, et surtout, si nous mourons, nous irons au paradis. Elle est belle, hein, l'histoire. Mais c'est la réalité, les mecs valident ça, réellement. Heureusement que ce matin-là, lui a l'ascendant sur moi, parce que je vous assure, les 3 premiers inspecteurs en civil avec leur manurin, ils faisaient pas le poids, on les dégommait. Et non seulement on les dégommait, mais on allait tuer les autres policiers avec leurs propres armes, exprès. Parce que c'était la formation que nous avions. C'était vraiment cet univers mental-là que nous avions. Et nous étions persuadés d'aller au paradis, si nous le faisions. 3 dernières questions. Oui. Ah, pardon. Oui. Bonjour. Je crois que j'ai à peu près saisi votre parcours individuel. Je crois que j'ai à peu près saisi le schéma de production de la radicalité. Et vous avez utilisé 2 fois le mot de déradicalisation, mais vous ne nous en avez pas dit plus que ça. J'aurais aimé savoir comment vous recevez ce mot-là. Et d'autre part, si vous auriez des pistes qui pourraient aider à ce que nous puissions penser comment la réaliser, si tant est que ce soit possible. Alors, s'agissant des jeunes qui se radicalisent, bon, j'aime pas trop le mot, mais qui n'ont jamais été en zone de guerre, il s'agit de procéder à un travail de prévention, en réalité. La vraie déradicalisation, mais je préfère utiliser le terme de désengagement, concerne ceux qui ont été en zone de guerre. Parce que nous n'avons pas affaire du tout au même profil. Alors, il existe des expériences intéressantes. Nous avons aujourd'hui un sas de décompression de nos soldats. Lorsque les soldats français vont au Mali ou en Afghanistan, ils ne réintègrent plus leur famille de façon sèche, comme c'était le cas des soldats de la Force-Pronu qui avaient assisté aux exactions en Bosnie ou au Rwanda. Ce n'était pas la Force-Pronu au Rwanda, mais c'était l'ONU. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait le stress post-traumatique, qu'il fallait absolument gérer. Perso, je ne l'ai pas géré, donc il y a encore quelques mois, je me suis surpris à me garer systématiquement en marche arrière avec la première emprise, de sorte que si ça flingue, j'ai juste à tourner ma clé et ma voiture démarre. Mais c'est inutile, ça n'a pas de sens. Mais parce que je ne suis pas passé par ce stade-là, je me suis dépost-radicalisé tout seul. Donc il y a déjà une expérience à tirer de ça. Le fait qu'on veuille regrouper les profils radicalisés, pour moi, est une erreur lourde. Parce que l'effet de groupe va jouer. On va très certainement mélanger des gamins qui se destinaient à partir en zone de combat avec d'autres qui en reviennent. Ça va faire un effet, un mélange chimique délétère. Donc le regroupement des profils radicalisés revenant de zones de guerre et non pas ceux qui se radicalisent sur le territoire français, c'est une grosse erreur. La méthode, à mon sens, s'agissant et de la prévention et du désengagement, celui qui est dangereux est celui qui est convaincu et qui ne se pose plus de questions. C'est le stade auquel j'étais arrivé à l'époque. Je m'étais bourré le cerveau. Parce que le moindre doute va vous faire flancher, en réalité. Dès que vous doutez, ben, le policier, vous ne le tuez pas. Dès que vous doutez, le gendarme, vous ne le tuez pas. Dès que vous doutez, la bombe, vous ne la posez pas. Donc, c'est pas tant d'aller, en termes dialectiques, à la confrontation avec les jeunes qui se laissent séduire par ce discours. Dans un premier temps, il faut les écouter énormément pour savoir quelle est leur motivation de départ.
qu'est-ce qui leur parle dans cette idéologie? Est-ce que c'est le fait de rétablir une justice selon leurs critères à eux? Est-ce que c'est le fait de penser que ça fait partie de leur religion et de leur foi? Ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autre avenir à leur porter, selon eux? Donc déjà, il y a beaucoup d'écoute à avoir avec les profils qui n'ont pas été en zone de guerre, hein, je précise. Ensuite, la méthode, à mon sens, et c'est celle que j'ai expérimentée avec pas mal de jeunes, c'est plutôt, encore une fois, d'aller à la confrontation verbale, il faut les intégrer à la réflexion. J'ai participé à un atelier où j'avais affaire en détention à 7 profils, dont 2 revenaient de zone de guerre. Et j'ai pas pu y aller la seconde fois parce que, étonnamment, on me dit qu'il y a des budgets contre la radicalité, mais j'ai toujours pas été payé de mon intervention du mois d'octobre. Donc moi, je suis pas banquier, je peux pas me mettre en galère plus que c'est déjà le cas. Mais en gros, la méthode consistait, alors, aux 7 qui étaient là, je leur ai demandé de produire un travail écrit, une petite définition, la taille d'une définition de, d'après vous, qu'est-ce qui justifie l'accès ou l'usage de la violence? D'après vous, personnellement, quel est votre niveau d'acceptation de la violence? À partir de quand vous acceptez d'utiliser la violence? Je voulais qu'ils le rendent de façon anonyme, chacun dans une enveloppe neutre, pour qu'ils comprennent bien que j'étais pas là pour faire du renseignement, et qu'ils puissent être sincères. Et je voulais récupérer les 7 réponses en leur demandant, en lisant à haute voix, d'après vous, et d'après la réponse que je viens de lire, où est-ce qu'ils se situent sur un niveau de 0 à 20 d'accès à la violence? Et je savais, pour l'avoir fait ailleurs, que obligatoirement, les 7 allaient se situer à des niveaux différents. Et c'est là que j'allais leur faire la démonstration de, lorsque vous acceptez l'accès à la violence de façon individuelle, vous allez rester à votre niveau d'acceptation de la violence. En revanche, dès que vous allez rentrer dans une logique de groupe qui s'inscrit dans la violence, vous allez fatalement vous aligner au plus violent du groupe. Parce que c'est lui qui va prendre l'ascendant. Et quand vous leur faites comprendre que, quand on vous dit que vous allez vous battre fisabilillah pour Allah, vous allez vous battre pour Dieu, ben en réalité, vous allez vous battre pour le chef de groupe. Et pour peu que ce soit un psychopathe ou un frappadingue, ben vous allez commencer à commettre des exactions, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a... l'erreur que nous avons faite jusqu'à présent, c'est que les psychologues n'ont juré que par la psychologie. Les sociologues n'ont juré que par la sociologie. Les ethnologues n'ont juré que par l'ethnologie. Les islamologues n'ont juré que par l'islamologie. Alors qu'il faut des compétences pluridisciplinaires. Il y en a qui vont relever de la psychiatrie, d'autres qui vont relever de la sociologie familiale, d'autres qui vont relever d'une histoire personnelle, d'autres qui vont relever d'un parcours individuel, parce qu'on a affaire à l'humain, et l'humain, c'est une matière éminemment riche et étonnante. On peut avoir 2 individus dans le même groupe faire les mêmes choses, mais pour des raisons radicalement différentes. Et il s'agit de comprendre quelle est la raison de l'engagement de départ. Bonsoir. Donc en fait, mon intervention va se faire sur 2 niveaux. Déjà sur ce que vous avez dit, j'aurais 2 questions par rapport à tout le discours que vous avez tenu. Et une autre réaction par rapport aux différentes réactions qu'il y a eu dans le public, notamment par rapport à ce qui s'est passé à Chasse-sur-Rhône, ou par rapport aux conséquences peut-être, je sais pas, vous étiez là. Et effectivement, la réaction de certaines personnes qui se sentaient un petit peu persécutées peut-être parce que, ou en tout cas stigmatisées ce qui s'est dit ce soir. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre l'islam, parce que l'islam n'a pas besoin d'être défendu, tout simplement, déjà. On n'a pas à se justifier. Et moi, j'ai pas grandi à Chasse-sur-Rhône, j'ai pas grandi dans une cité en France. J'ai grandi dans les années 90 en Algérie. Et c'était pas des blancs contre des arabes, c'était des musulmans contre des musulmans. Et je pense qu'il est bon aujourd'hui de sortir un petit peu du contexte de votre quartier et de la défense de clans contre d'autres. Parce qu'en fait, le problème aujourd'hui,
est mondial et concerne d'abord, en premier, les musulmans. Ensuite, par rapport donc à votre discours, j'aurais juste donc deux questions. La première, c'est que j'entends beaucoup de doutes, en fait, donc, dans votre parcours, déjà au début. Donc il y a des doutes par rapport et des questionnements, vous êtes jeune, vous cherchez une voie, vous la trouvez dans les discours qu'on peut vous tenir à l'époque. Ensuite, il y a une deuxième phase de doute, donc qui arrive, et qui vous permet de sortir donc, de cette radicalisation, que vous voulez. Et donc voilà, donc il y a plusieurs phases de doute. Aujourd'hui, vous êtes sûr? Très bonne question. Ben, je doute toujours en réalité. C'est un peu ce qui me permet justement de ne pas tomber dans les travers qui étaient ceux dans lesquels je suis tombé. Parce que comme je l'indiquais tout à l'heure, dès que vous ne doutez plus, c'est là que vous n'êtes plus réceptif à l'autre. En réalité, être humaniste, c'est être convaincu qu'on peut avoir tort. La seule certitude qu'il faut avoir, c'est d'être faillible. On peut se tromper. Donc en fait, vous étiez humaniste quand vous êtes engagé auprès du GIE? J'étais un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose en l'ignorant, mais c'est ce qui me vaudra d'ailleurs de ne m'en être jamais pris à des civils et de n'avoir jamais accepté de le faire. Et ça, j'ai toujours été très 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 clair avec tous les gens que j'ai fréquentés sur ce chemin-là. Et c'est ce à quoi je me suis astreint. Après, que j'ai répondu à des mecs qui m'aient tiré dessus, ils n'avaient qu'à pas tirer, hein, tant pis pour leur gueule. Mais je crois que je vous reconnais. Votre mère... Juste la dernière question, parce que par rapport au hadith que je connais bien parce qu'on me l'a enseigné à l'école, hein, à la fin on ne s'est pas enseigné, et on reçoit ça un peu par des chemins détournés. Donc les hadiths, effectivement, dans un contexte de guerre, tout à fait, d'accord. Alors juste une question, peut-être qu'il faudrait préciser, selon vous, sommes-nous dans un contexte de guerre? Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman lui-même a demandé aux chouyours d'Arabie Saoudite de revoir la classification du hadith parce qu'eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ont créé une doctrine, les wahhabites, qui leur a échappé et qui risque de se retourner contre eux. C'est là le danger pour eux en réalité. Donc ils se rendent compte, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tâcher de faire bref. À la fin des années 70, l'URSS envahit l'Afghanistan. Et les Américains veulent qu'ils connaissent leur Vietnam à eux. Sauf que les volontaires aller se battre pour les paysans afghans, ça ne traîne pas les rues. Et c'est là qu'ils demandent aux Saoudiens de leur fournir la doctrine nécessaire pour envoyer de jeunes combattants sur place. Et c'est vraiment cette mécanique-là qui se met à l'œuvre à l'époque. Sauf que ça leur échappe complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, les États-Unis fournissent l'argent et les armes, et les Saoudiens fournissent la doctrine et les candidats. Une fois que les Russes prennent leur traha, ils partent en 89, ils prennent une raclée, ils signent la paix en 86, le dernier char quittera l'Afghanistan en 89, on oublie ce pays complètement. Sauf que ce qui a été initié va continuer à se nourrir de lui-même, avec Abdullah Azzam, avec d'autres, avec Zarqawi, avec Zawahiri, avec Ben Laden. Tous ces gens-là vont prendre soin du bébé qui est né. Et aujourd'hui, c'est devenu un monstre qui nous échappe. Donc, mais c'est sur base du hadith Bukhari et Muslim, Sahih. C'est sur base de l'Mourni fil Fiqh, de la Asqalani, Sahih. C'est sur base de la Sira de Ibn Hisham tirée de Ibn Ishaq. Donc tout ça, on nous dit oui, ça n'a rien à voir avec l'islam. Je suis désolé, je vous rejoins. L'islam, je ne suis pas là pour faire sa promotion, chacun y accède s'il le veut. En revanche, nier qu'il y a un problème, c'est refuser de le résoudre. Aujourd'hui, personne n'oserait dire que l'histoire du catholicisme n'a rien à voir ou n'a rien à faire avec l'Inquisition. Ce serait une insulte aux victimes, une insulte à l'histoire, une insulte à l'intelligence. Aujourd'hui, dire et vouloir dédouaner complètement cette religion de ses travers
et de ses excès, c'est la même escroquerie. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire que tous les musulmans sont des terroristes, je ne suis pas là pour dire que cette religion mène forcément à la violence, mais de nier le lien avec les textes et le lien avec la source va nous priver de trouver la solution. Et le pire, et c'est là où je vous rejoins, c'est que à force de nier ce lien-là et de dire pas d'amalgame, il va finir par être fait l'amalgame. Parce que l'immensité des concitoyens de ce pays qui ne sont pas musulmans se font canarder dans la rue au nom d'Allah Akbar, pas d'amalgame. Leurs enfants se font tuer au nom d'Allah Akbar, pas d'amalgame. Ils vont le valider une fois, deux fois, trois fois. Mais au bout d'un moment, l'amalgame, ils ne l'ont pas fait. Depuis le 11 janvier 2015, quand les Français se réunissent place de la République, il n'y a pas d'exaction contre des mosquées, des musulmans, il n'y a pas de lynchage d'hommes barbus ou de femmes voilées dans la rue, il n'y a pas de dizaines de milliers de personnes qui meurent, comme ça aurait pu être le cas il y a 100 ans, ou même dans les années 60. Donc, tout ça pour vous dire que, dès le départ, ils ne l'ont pas fait, mais à force de tenir ce discours du pas d'amalgame, ça n'a rien à voir, c'est pas l'islam, c'est pas les musulmans demain, ça va finir par créer l'amalgame. Aujourd'hui, qu'est-ce qui porte? Effectivement, il n'y a pas de lynchage, effectivement, il n'y a pas de... on ne tape pas, et encore. Il y a quand même eu des retours de lynchage, de femmes battues, les actes anti-musulmans baissent depuis 2015, rapport du ministère de l'Intérieur. Non, mais il y a eu, mais il y a une discrimination qui est plus pernicieuse et qui est plus violente parce qu'elle est pernicieuse. Il y a des enfants dans des écoles qui ont été battus et on a tué. Il y a des discriminations qui sont beaucoup plus violentes parce qu'elles sont justement pernicieuses. Il y a des... Mais il ne s'agit pas de dédouaner la société. Non, je ne dédouane pas, mais je dis... C'est pas ça. Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je dis que là où j'aurais pu faire une bataille rangée claire en disant qu'il y a une bataille claire en disant il y a amalgame, il y a amalgame. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de lynchage, il y a un lynchage qui est beaucoup plus... Mais il date d'avant ça. Depuis 83 et la marche, est-ce que les dossiers ont avancé? Pourquoi il y a eu la marche pour l'égalité contre le racisme en 83? Pour les mêmes raisons. Donc, c'est les mêmes dossiers qui sont à l'œuvre. Mais c'était même pire à l'époque, parce qu'à l'époque, on se faisait flinguer à raison de 1 ou 2 par semaine. Il y avait 1 ou 2 Arabes qui se faisaient flinguer par la police ou par des gens. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'était bien pire dans les années 80. Il faut réaliser ça. La vraie césure, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? En 1983, le point zéro du bordel ambiant aujourd'hui, 1983, nous avons une idée magnifique qui est initiée par Toumi Djadja aux Minguettes, ainsi que par le curé des Minguettes, Christian Delorme. Il décide d'organiser une marche qui partira de Marseille jusque Paris pour l'égalité et contre le racisme. C'est pas la marche des beurs, c'est la marche pour l'égalité contre le racisme. Ils sont reçus en urgence par Mitterrand, Jox et Lang. David, c'est ta dernière phrase. Tu termines ton propos et on arrête, parce qu'on a déjà largement terminé la première mi-temps. Et le match va se regarder ici. Ah zut, désolé. Désolé pour un... Ah non, je suis désolé, c'est la dure réalité du centre social. On a déjà bien entamé, évidemment, c'est un sujet qui mérite des heures et des heures de rencontres. Et je suis désolé, là. Merci, David.